Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape du jour, l'étape numéro 12, une étape beaucoup moins dure que celle de la veille, avec un parcours qui devrait plutôt ravir les sprinteurs du côté de cette journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui sont vos favoris, votre grosse cote pour cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fang, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. On commence tout de suite avec cette étape, comme je le disais, une étape assez plate, notamment dans sa dernière partie de course. Elle ressemble beaucoup à l'étape de Naples, c'est-à-dire avec une première partie de course plutôt avec des passages un peu vallonnés, notamment dans la partie intermédiaire, et puis 70 derniers kilomètres plat, quasiment entièrement plat, où là on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de cette étape, et ce qui permettra au peloton de se réorganiser s'il était légèrement désorganisé, et ce qui devrait permettre surtout d'aller chercher l'échappée. Donc normalement, si on laisse pas partir 15 coureurs à l'avant, on devrait avoir la victoire d'un sprinter, surtout qu'en réalité, quand on regarde depuis le début de ce Giro, on a eu en gros là sur les derniers jours, hier une étape qui s'est déroulée sur un gros tempo, les sprinters ont un petit peu souffert, mais il y a eu des étapes qui n'ont pas été si rapides que ça du côté des sprinters, des étapes qui ne les auront pas vraiment mis en grande difficulté. Donc je pense qu'on aura encore pas mal de coureurs frais voilà, du côté de ce peloton, et surtout des équipiers qui auront envie de faire un bon travail pour aider leur leader. Et puis de toute manière, beaucoup de sprinters n'ont encore pas gagné sur cette édition, avec la domination un petit peu de Mats Pedersen, donc on a forcément envie. Là aussi, on a encore la motivation pour aller chercher la gagne. La perte de motivation, elle est plutôt quand on est à 2 ou 3 sprints de la fin, mais pas encore tout de suite. Donc 70 km de plat pour cette fin de journée. On sera du côté de l'Émilie-Romagne, où on était du côté de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Imola. Et l'Émilie-Romagne, la particularité, c'est que c'est extrêmement plat. Et qu'on peut avoir parfois un final d'étape avec quasiment pas de dénivelé positif. Particularité de cette étape, encore un circuit pour finir, mais un circuit de 27 km. On passera en fait deux fois quasiment deux fois sur la ligne d'arrivée, parce on effleurera, on va dire, la ligne d'arrivée du côté de cette étape. Dénivelé positif, 1753 mètres, c'est la 13e étape dans ce classement. Techniquement, c'est l'étape de sprint, considérée comme vraiment sprint, étape de plat, la plus dure de la course, parce que les autres étapes, on a eu du dénivelé positif un petit peu plus important, étaient souvent des étapes considérées comme vallonnées. C'est notamment important au niveau des délais, parce que les délais ne sont pas les mêmes entre une étape de plat et une étape de montagne. Ce n'est pas le même pourcentage de délai. Le parcours, alors faites attention, là encore l'échelle est un petit peu trompeuse, parce que la Stella est à 700 mètres d'altitude, qui est le sommet, on va dire, de cette journée. Donc début d'étape, on part de Modène, on passera à Maranello, le temple de la Formule 1 avec Ferrari. À côté Fiorano, qui est la piste d'essai, donc un début de course autour de Ferrari. L'année dernière, c'était autour notamment l'étape du Tour de France, c'était autour de Lamborghini. Donc là, cette année, c'est Ferrari, donc avec le départ de Modène. Et donc Maranello, Fiorano, et avant d'arriver à Ponte Giorgella, qui sera le pied de la première difficulté du jour, on sera au kilomètre 35,5. La montée de Bezo, 4,8 km à 6% de moyenne, côte de 3e catégorie. Une côte qui n'est pas extrêmement compliquée. Voilà, vous avez 600 mètres à 9,3% de moyenne. Voilà, c'est une belle côte de 3e catégorie.
Donc voilà, pas forcément extrêmement difficile. Ensuite, ça ne redescend pas. On aura un petit plat, ou un petit peu de plat, pardon, où on passera notamment au sprint intermédiaire à Felina. Et puis, on aura la montée de Borsea, 3 km 9 à 5,5 de moyenne, mais qui est une montée moins pentue, hein, vraiment, que la montée de Bezo est beaucoup plus régulière. Du côté de l'état des routes, dans la première partie, vraiment, on est sur des belles routes, hein, entre Maranello, Fiorano, Sao Solo, qui a été un club. Je ne sais plus s'ils sont encore, ils sont plus en Serie A, je crois, hein, Sao Solo. Ils étaient à un moment en Serie A, je ne sais plus s'ils sont encore en Serie A, ce club italien, mais qui était un tout petit budget. Donc, ce début de journée qui va se faire vraiment sur des très très belles routes. Et puis, dès qu'on commence à atteindre les premières difficultés du jour, dans cette portion-là intermédiaire, on est sur des routes qui sont beaucoup plus étroites, avec parfois un rendement qui n'est pas exceptionnel. Faites attention vraiment à cette descente ici pour les coureurs. Elle est assez technique, cette descente. Et il y a quand même pas mal de pentes. Donc, il faudra faire attention avant Borsea. Là, on retrouve dans cette zone-là un petit peu de route un petit peu plus large avant la montée de Borsea. Mais entre, on va dire, 88 km de l'arrivée et une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, eh bien, on oscille entre route large et route beaucoup plus étroite. Et puis ensuite, on aura le sprint intermédiaire à Sant'Ilario d'Enza, à Breccello, le kilomètre Red Bull. Premier passage à Viadana. Et puis ensuite, on fera donc ce petit parcours autour de Viadana pour finir cette étape. La montée de Borsea, je ne vous l'avais pas montré, mais voilà, un petit peu moins pontue que la première. Et donc le final, donc vous voyez, hein, ce petit circuit donc autour de Viadana, donc de 27 km, pas extrêmement technique, on est plutôt sur des belles routes, hein. Vous voyez, il y a une SP. Les SP, c'est des, je crois que c'est les super stradalés ou des trucs comme ça. Donc c'est plutôt des belles routes, on va dire, du côté de ce parcours. Le dernier kilomètre, vous voyez, c'est très rectiligne sur la fin, sauf le dernier virage à environ 500 mètres de l'arrivée, un peu moins, même 400 mètres de l'arrivée, cette épingle, où il faudra vraiment bien la franchir et être bien positionné. Mais avant, ça ne sera pas hyper technique avant d'arriver. Donc du côté de Viadana, du côté de cette étape. On regarde un petit peu la carte, ça va nous permettre de parler de la météo. Un temps nuageux, normalement sec, le risque de pluie est entre 20 et 30% sur toute la journée, on va dire. Donc ça reste un risque de pluie assez faible. Température entre, je dirais, 21, 23, 24 degrés grand maximum, donc tout à fait raisonnable. Par contre, il faudra faire attention au vent. On va avoir un vent de sud-ouest assez fort, donc il sera de face dans la première partie de course. Il devrait donc gêner les coureurs. Un vent de sud-ouest entre 25 et 50 km/h, mais ça veut dire que dans cette portion-là, il sera 3 quarts d'eau. Est-ce que ça va permettre de faire des cassures? Ça, c'est la grande question. Et ça veut dire qu'il sera de dos dans le sprint. Vraiment, dans les 500 mètres du sprint, il sera de dos. Ici, il est plutôt de dos, hein. Par contre, là, ce vent de sud-ouest, il risque de gêner un petit peu la progression des coureurs. Donc, il faudra faire également attention de ce côté-là, du côté de cette étape. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie, du côté de cette journée. Du côté de l'histoire du Tour d'Italie, pas beaucoup d'étapes. Pas tant d'étapes que ça. Alors à Modène, on avait eu la victoire d'Arnaud Débar sur un sprint. C'était sur le Tour d'Italie en 2019. Également la victoire de Patrick Sercou ou encore de Rick Van Looy du côté des Belges. Quelques arrivées d'étapes du Giro. À 22 reprises, le Giro est passé par la ville de Modène. La dernière fois, c'était pour le départ d'une étape du côté de Modène en 2021. Mais sinon, voilà, on est passé à pas mal de fois également du côté du Giro féminin à 2 reprises. Notamment la dernière fois, c'était une victoire de Lorena Wiebes au sprint. Et puis il y avait une course également qui a longtemps eu lieu, la course entre Milan et Modène, donc qui est forcément arrivée du côté de Modène.
parmi les étapes qui sont parties de Modène, ça a plutôt bien réussi aux Français ces dernières années. On parlait de la victoire d'Arnaud Démare, mais on pourrait parler également de la victoire de Nasser Boigny, qui avait battu ce jour-là Giacomo Nizzolo et Michael Matthews. Alors 2014, c'est la grande année de Boigny sur le Tour d'Italie quand il est maillot cyclamen. Et cette bagarre avec Giacomo Nizzolo, cette bagarre entre les deux, qui avait duré très longtemps. C'était Cadel Evans qui était maillot rose. Je ne me souvenais pas que Cadel Evans était encore maillot rose sur cette édition-là, mais il ne l'avait pas remporté, hein, cette édition du Tour d'Italie. En 2014, c'est Contador, non? Non, c'est Quintana, pardon. Quintana avec Pierre Rolland qui prend la 4e place avec cette fameuse étape dans la descente dans la neige, oui, qui coûte très cher à certains coureurs de l'équipe Belkin à l'époque. Du côté donc de Bezo, c'est la première fois que le Tour d'Italie passera du côté de cette montée, pareil à Borcera, et puis cette arrivée à Viadana sera une arrivée inédite dans l'histoire du Tour d'Italie. On n'est jamais arrivé dans cette commune. L'histoire du Tour d'Italie, c'est également les cyclistes du jour. Alors on va parler principalement d'un coureur, Learco Guerra. Alors Learco Guerra, eh bien, c'est un petit peu le serial vainqueur dans les années 30, dans la fin des années 20, dans les années 30. C'est un coureur qui a arrêté sa carrière juste avant... au moment du début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un coureur qui a remporté 31 étapes sur le Tour d'Italie. Donc avant le record de Petacchi, pendant très longtemps, ça a été le record. Il a même remporté un Tour d'Italie en 1934, alors que ce n'était pas forcément sa spécialité. 8 étapes également du côté du Tour de France, en 2 éditions seulement. Donc il avait enchaîné les victoires un petit peu à la marque Cavendish. Surtout qu'à l'époque, 8 étapes, il faut quand même se rappeler qu'il n'y avait pas forcément 21 étapes dans ces éditions-là. Si on regarde, hop là, l'édition 1930, eh bien on avait... Ah si, on avait 21 étapes, je pensais que c'était après qu'on avait commencé à avoir pas mal de journées de course, donc non, j'ai dit une petite bêtise. Et il a également remporté les championnats du monde. Alors une édition particulière des championnats du monde en 1931 parce que c'était un contre-la-montre, mais un contre-la-montre de 170 km. Et il avait réussi à s'imposer du côté de cette étape, vainqueur également du Tour de Lombardie, de Milan-San Remo, du côté de son palmarès, et de Milan-Modène, également à 2 reprises du côté donc de ce coureur. Learco Guerra. Mais il y a également un deuxième coureur qui est né pas très loin, du côté de Formigine. C'est la plus grosse chaudière peut-être de l'histoire du cyclisme. On devait quand même en parler, mais si je voulais pas forcément le mettre énormément en avant. Riccardo Rico, qui est également de la région. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Riccardo Rico, c'est l'un des rares mecs qui s'est fait choper 2 fois pour dopage et qui a été... Alors il n'a pas été suspendu à vie, mais il a été suspendu très longtemps parce qu'il avait réussi à faire sauter sa suspension à vie. Mais il pouvait reprendre en 2024. Voilà, la compétition, il peut le reprendre depuis janvier 2024. Faut savoir qu'il a 40 balais, donc il peut encore courir. Rebellin, ça ne l'a pas arrêté de courir après 40 ans, mais il n'a pas repris la compétition. Alors, dans ses résultats, le problème, c'est que je ne sais même pas ce qui a sauté et ce qui n'a pas sauté dans tous ses résultats. Mais il a notamment fait 2e du Tour d'Italie en 2008. Normalement, vainqueur du Tour d'Autriche, vainqueur de 3 étapes du Tour d'Italie en 2007 et 2008, 2e du Tour de Lombardie également dans son palmarès, 15 victoires techniquement chez les professionnels, mais je ne sais même pas lesquelles sont encore dans son palmarès, et on se souvient qu'il avait couru du côté de la Saunier Duval. Saunier Duval, pour ceux qui se rappellent, c'était l'équipe d'un certain Mauro Gianetti, aujourd'hui du côté de la UAE. Et donc qui était un peu le protégé de Mauro Gianetti, Riccardo Rico. Voilà. Une équipe où il y avait quand même également Nicolas Fritsch qui est passé du côté de la Saunier Duval, Deiban Bayo, David Millar aussi était passé dans cette équipe.
David Millar avait quitté l'équipe en 2007. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir des doutes. David Millar qui fait encore du gravel. Putain, je ne savais pas. Ah, il fait du gravel encore, David Millar. Ah, tiens, on parlait à plus de 40 balais. Il a quasiment 50 ans, David Millar. Lui aussi, dans les victoires sur le Tour de France, on a une ou deux qui a dû sauter par rapport au palmarès de Pro Cycling Stats. Voilà. Et j'avais oublié de donner cette information du côté de Learco Guerra. Learco Guerra a gardé pendant très longtemps un record qui n'a été battu qu'à la période des 10 Merckx. C'est du nombre de victoires en une saison. Pendant très longtemps, il a eu ce record. Et il fut également le premier porteur du maillot rose en 1931. À l'époque, le maillot rose n'existait pas avant 1931. Il faut savoir que le maillot jaune, par exemple, sur le Tour de France, n'a pas existé tout de suite. Et comme il a remporté la première étape du Tour d'Italie 1931 et qu'on avait décidé d'instaurer ce maillot rose lors de cette édition-là, eh bien, il a pu porter le maillot rose lors de cette édition. Voilà. Donc, ça a été le premier porteur du maillot rose. La stratégie de cette étape, très simple, une échappée, vraiment max 6-7 coureurs, mais je pense plutôt à moins, et qui prendra pas beaucoup de champs, je pense 4 minutes grand maximum derrière. Hein. Le peloton revient, accélère, roule au compresseur dans les 70 derniers kilomètres, et on finit avec un sprint. Du côté de mes favoris, je retente Olaf Koy, je me dis qu'il a été quand même bien gêné Olaf Koy, et peut-être que là on arrivera enfin à se régler du côté de la Visma Lease Bike. Je mets Pedersen, mais ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il a mis beaucoup d'énergie lors de l'étape numéro 11, et peut-être que les jambes seront un petit peu lourdes. Et puis Caden Groves, également l'Australien de Alpecin, en grosse cote, j'ai mis Orlui Saolar. Pourquoi Orlui Saolar ? Certes, c'est pas le meilleur sprinter sur le plat. Par contre, sa spécialité, c'est de passer les bosses. Donc, il aura peut-être un peu mieux récupéré que certains de ses adversaires. Le programme télé, départ 13h15. La montée de Bezo, 3e catégorie à 131 km de l'arrivée entre 14h20 et 14h26 pour le sommet. La Stella, qui est une commune qui est à une centaine de kilomètres de l'arrivée entre 15h03 et 15h13. Le deuxième sprint intermédiaire à 53 km de l'arrivée entre 16h01 et 16h17 pour l'arrivée qui, quant à elle, est prévue entre 17h04 et 17h26. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!